Bonjour, hier c'était jeudi, c'était la niche parlementaire de la France Insoumise. C'était dur et compliqué, mais il y a aussi eu une victoire. Donc je voulais vous proposer de revenir sur cette niche, comprendre ce qui s'est passé parce que c'était assez embrouillé, et puis vous pourrez porter comme ça le message autour de vous. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la niche parlementaire? La niche parlementaire, c'est le jour dans l'année où les groupes d'opposition peuvent choisir l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire décider de quoi on va parler. Nous, on avait décidé qu'on ferait 12 propositions de loi qui allaient être défendues et on espérait que dans la journée, on arriverait à en proposer 4 ou 5 qui seront réellement examinées. Les 12 avaient été au préalable examinés dans les commissions de l'Assemblée nationale. Donc, pour bien vous expliquer la règle du jeu, vous êtes un groupe d'opposition, la France Insoumise, et votre objectif, notre objectif, c'est 1. De faire adopter des lois qui peuvent réellement changer la vie des gens, 2. Faire avancer une idée qui n'est pas encore prête à être adoptée par d'autres groupes de l'opposition ou de la majorité, 3. C'est mettre en évidence l'hypocrisie, soit des macronistes, soit de la droite et de l'extrême droite. C'est ça qu'on doit viser au moment où on décide des textes qui vont être examinés. Ça c'est décidé il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois. On a commencé à y réfléchir. Donc la première des difficultés, c'est de choisir parmi les 160 mesures de notre programme des idées qui vont correspondre à ces 3 critères. Soit montrer la réalité du macronisme et de l'extrême droite, soit faire émerger une idée neuve, soit changer concrètement la vie des gens. C'est pour ça qu'on avait retenu une première liste de 12 propositions, très différentes les unes des autres, et la deuxième question qui arrive à ce moment-là, c'est dans quel ordre on va les étudier. On se pose tous la même question. Il ne faut pas avoir l'air de privilégier un aspect plutôt qu'un autre. Pour nous, le programme, c'est une cohérence globale. Mais par la force des choses, on doit étudier un texte avant un autre. Et donc, on se dit à chaque fois, oh là là, est-ce que nos amis vont pas penser qu'on trouve que le SMIC, c'est plus important que la situation dans les écoles, que la corrida, on pense que c'est plus important que la situation des étudiants, etc., etc. Donc, pour nous, c'est un vrai casse-tête, je vous dis la vérité. Alors, à un moment, on réfléchit. Les paramètres qu'on a à l'esprit, c'est que vont faire les autres. Si les autres vont déposer beaucoup d'amendements, alors ça va ralentir l'examen des textes et on pourra aborder qu'un seul sujet. Donc, on cherche à mettre en premier un texte dont on espère qu'il ne fera pas l'objet de beaucoup d'amendements. Là, cette année, par exemple, on a choisi de mettre d'abord un texte qui demandait la création d'une commission d'enquête sur les Uber Files. Donc les Uber Files, c'est ces documents, ces témoignages qui montrent que Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie de François Hollande, s'est activé pour défendre Uber, alors qu'il savait que Uber ne respectait pas la loi. Vous savez, au début de l'installation de Uber en France, les gens se disaient c'est légal, c'est pas légal. On savait en réalité chez les spécialistes que c'était pas légal, mais Macron a dit non, mais puisque c'est pas légal, on s'en fiche, on va changer la loi, et comme ça, on va légaliser Uber. Il aurait pu faire exactement l'inverse, mais comme il était très étroitement lié avec les dirigeants de Uber en France, il a fait ce choix-là. Donc nous, on demande que toute la lumière soit faite sur ces relations. Un texte comme celui-là, normalement, il est quasi impossible de l'amender. Donc on s'est dit, avec ça, on peut examiner quelque chose, mettre sur le devant de la scène un sujet important, sur l'ubérisation de la société, sur ce qu'est le macronisme, sur la transparence même des années de gouvernement de Macron, et on pense que dans l'hémicycle, parmi les députés, une majorité peut se dégager parce que, finalement, les adversaires de Macron sont désormais plus nombreux dans l'hémicycle que ses amis. Donc on fait ça. Et notre surprise,
c'est que les amendements qui sont proposés existent, ils sont tous complètement absurdes, mais par contre, ils vont nous faire perdre énormément de temps. Pourquoi ? Parce que les macronistes proposent de changer complètement, et d'une certaine façon, ils sont prêts à se mettre d'accord avec la droite et l'extrême droite pour viser Jean-Luc Mélenchon. Donc ils proposent des amendements absurdes consistant à enquêter sur des propos de Jean-Luc Mélenchon sur à peu près tous les sujets. Évidemment, nous, on n'a peur de rien. C'est pas ça notre sujet. Le fait est que si on examine ce texte, on va droit à la catastrophe parce que pendant 5-6 heures, on va parler que de ça. Et on sait comment ça va se passer. La presse va expliquer que on s'est pris les pieds dans le tapis, que Jean-Luc Mélenchon est sous le feu des critiques, ou des choses comme ça. Enfin, vous connaissez toutes ces balivernes. On ne veut pas ça, parce que ça va nous empêcher de parler du reste. Donc, on dit, ok, ce texte-là, on verra, on a un droit de tirage, c'est-à-dire qu'on peut créer par nous-mêmes une commission d'enquête, et donc peut-être qu'on se réserve la possibilité de créer une commission d'enquête sur les Uber Files en utilisant ce qu'on appelle le droit de tirage. Et un deuxième texte qu'on a jugé parmi les plus importants pour nous, qui était l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Et là, on a un autre problème, c'est que on a examiné ces textes en commission. Vous savez, les commissions, c'est les groupes de travail permanents qui étudient les lois en fonction de leur sujet. Donc, sur le SMIC à 1 600 €, il s'est passé la même chose. Avant d'arriver dans l'hémicycle, on sait déjà quel est le rapport de force, et on sait comment ça va se passer, parce qu'en commission, tous les autres groupes, hors ceux de la NUPES, ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Et puis pour être très honnête, l'augmentation du SMIC, on l'a proposée régulièrement dès le mois de juillet, dès notre élection, puisque par amendement de certains projets de loi du gouvernement, on a proposé l'augmentation du SMIC. Et à chaque fois, les macronistes, la droite et l'extrême droite ont voté ensemble. Et ça, on vous le répète suffisamment souvent, je pense, pour que vous le sachiez bien. Donc, quand on arrive au moment d'étudier le SMIC à 1 600 €, on sait d'une part qu'on n'aura pas une majorité dans l'hémicycle, malheureusement, pour le faire adopter. Et en plus, on a aussi déjà une série d'amendements très longs qui vont nous faire perdre du temps. Donc, on choisit de dire, on va privilégier le texte qui arrive ensuite. Alors, le texte qui arrive ensuite, c'est quand même un grand bonheur, parce que c'est l'entrée dans la Constitution du droit à l'avortement et à la contraception, c'était notre proposition. Malheureusement, nous, on voulait introduire aussi la contraception comme un droit dans la Constitution. Les macronistes n'en voulaient pas. On n'a pas voulu tout perdre. Donc, à la suite de discussions, la majorité de l'Assemblée a voté en faveur de l'introduction du droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, dans la Constitution. Ça, c'est une grande fierté pour tous. D'abord, on a montré que la France insoumise était capable de gagner, qu'elle faisait des propositions qui étaient en phase avec la vie populaire. Et puis, il faut se rappeler que c'est un combat qui est très ancien. Il n'est pas né avec Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Mais Jean-Luc Mélenchon, il a fait cette proposition en 2012 déjà. Donc 10 ans après, oui, effectivement, cette idée est majoritaire dans le pays et elle est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas été facile, parce que effectivement, la droite et l'extrême droite ont encore déposé des tas d'amendements d'obstruction. Vous avez un député comme Marc Le Fur qui, par exemple, a déposé toutes sortes de propositions pour parler des langues régionales, pour parler du quinquennat ou du retour du septennat, etc. Des choses qui n'avaient rien à voir avec l'IVG, tout ça pour faire ralentir la discussion et tenter, dans un geste un peu désespéré, d'empêcher que la Constitution n'intègre le droit à l'avortement. Alors pour nous, c'est quand même, à vrai dire, un sujet d'immense satisfaction. D'abord sur le fond, parce que je pense que chacun comprend à quel point c'est un soulagement et une protection qu'on accorde qu'on donne à cette liberté, à ce droit fondamental pour les femmes de disposer de leur corps. Et c'est d'autant plus important qu'on voit bien que dans le contexte, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, où le droit à l'avortement a été sérieusement remis en cause
l'été dernier, mais aussi ce qui se passe en Europe, en Pologne, en Hongrie, les prédictions des féministes comme Simone de Beauvoir se réalisent. On se rend compte que quand dans la société ça ne va pas, parmi les boucs émissaires, parmi les tentatives de diviser la société, eh bien, il y a la possibilité pour les dominants, pour la grande bourgeoisie, les capitalistes, enfin choisissez le mot, de s'appuyer sur la question des droits des femmes et de dire ah ben non, mais vous voyez, en fait, ce qui ne va pas dans la société, c'est pas que les patrons payent pas assez, c'est pas qu'on délocalise, c'est pas... Non, le problème, c'est un problème de moralité, c'est un problème, etc., de droits des femmes. Donc là, nous, on se met collectivement à l'abri, pas complètement, mais quand même, de manipulation sur ce sujet. Donc c'est fondamental. Puis il faut quand même prendre ce qu'on a gagné. C'est une vraie satisfaction. Il y a quelques années, on avait déjà fait cette proposition. Et les macronistes n'en avaient pas voulu. Donc, on a réussi à imposer dans le débat public et à convaincre. Parce qu'après tout, même si souvent on est en désaccord, on peut dire qu'on a réussi à les convaincre que c'était pertinent. On a eu raison. Déjà, il y a 10 ans, on avait raison. Et maintenant, ça se concrétise. Donc ça valait la peine. On a obtenu quelque chose. Évidemment, le chemin reste à faire parce que, comme c'est la Constitution, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale qui a la main pour faire rentrer un droit comme celui-là dans la Constitution, il va falloir que les sénateurs ensuite se prononcent, et si le gouvernement décide de faire un nouveau projet de loi, alors en Congrès, on devra pouvoir se réunir et voter une bonne fois pour toutes l'entrée de ce droit dans la Constitution. Bref, à ce moment, on a déjà passé à examiner ce texte plus de 4 heures. Plus de 4 heures. Et donc, on arrive sur un texte suivant, celui qui était tant redouté par la droite, par l'extrême droite et par les macronistes, parce qu'il les fracturait, parce qu'il mettait au jour, en réalité, une idée nouvelle, qui est, en fait, le respect des droits des animaux, des êtres sensibles. C'était le fameux texte porté par Émeric Caron sur l'abolition de la corrida. Et là, comme dans la société, comme partout en réalité, dans l'hémicycle, il y avait une majorité pour faire enfin abolir la corrida. Je vous en dis 2 mots. Qu'est-ce que c'est que la corrida ? Bon, vous le savez, c'est ce spectacle au cours duquel on torture un taureau. Bon. Mais pris sous un autre angle, la corrida, c'est une absurdité juridique. Pourquoi ? Parce que torturer un animal, torturer un taureau, c'est interdit partout en France, sauf dans quelques villes dont on dit qu'elles ont une tradition de corrida. Cette tradition, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, la corrida en France, elle apparaît grosso modo dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc autant vous dire que pour une tradition présentée comme très ancienne, on a fait beaucoup mieux. Mais bon, ça paraît même pas un argument suffisant. Hein. Des traditions, il y en a eu, des faits qui ont duré plus de 300 ans. Le travail des enfants, ça a duré pendant des décennies et des décennies. Hein. On n'a pas considéré que c'était une tradition, ou en tout cas que c'était suffisant pour justifier que ça continue. Donc, l'argument est assez faible. Mais surtout, c'est que la pratique elle-même est reconnue comme illégale partout ailleurs. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les gens du Sud, moi-même j'ai grandi dans le Sud, soient plus particulièrement cruels que les autres, qu'ils aient un goût plus particulier du sang et de la violence, et donc, non, garantissons que non, on ne maltraite pas des animaux pour le plaisir, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, c'est pas ça notre idée du rapport des humains avec les animaux. Nous avons, en tant qu'humains, si je puis dire, une certaine responsabilité à l'égard des animaux, qui est de ne pas les maltraiter. Je crois que cette idée-là, finalement, est infuse maintenant dans la société. Et dans l'hémicycle, il y avait potentiellement une majorité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quelques opposants obstinés, très acharnés, d'extrême droite, de droite, ont déposé plus de 800 amendements sur le sujet. Plus de 800.
Alors il faut que vous représentiez, 800 amendements, ça veut dire au moins 2 minutes d'examen par amendement. Donc on va à plus de 1600 minutes d'examen. Une niche parlementaire, elle ne dure que de 9h à minuit. Donc avec 1600 minutes d'examen, il est certain, sûr et certain, qu'on ne pourra même pas finir d'examiner le texte et qu'on ne pourra même pas voter pour ou contre l'abolition de la corrida. Donc on ne parlera plus d'aucun sujet. À ce moment-là, on prend la décision difficile et courageuse en réalité, pour Aymeric Caron en particulier, qui s'était beaucoup investi sur ce sujet, mais aussi pour ma collègue Anne Stambach, de dire « Ok, on a marqué un point, on a marqué les esprits, on a fait émerger cette idée importante et finalement assez nouvelle. Et comme on sait maintenant que dans les différents groupes de l'Assemblée nationale, il y a des partisans de l'abolition de la corrida, on va trouver une autre occasion où en travaillant ensemble, on va réussir à faire adopter ce texte. » Donc on n'a pas du tout abandonné, au contraire, j'ai envie de dire qu'on se donne presque de l'élan pour réussir à sauter l'obstacle la prochaine fois. En tout cas, on y reviendra, c'est clair. Alors on arrive sur un dernier texte, le dernier texte qu'on va avoir le temps, ou en tout cas qu'on essaye d'avoir le temps d'étudier, qui est la réintégration des personnels soignants non vaccinés au Covid. C'est un problème social, j'ai envie de dire presque avant toute chose, parce que c'est des personnes qui aujourd'hui sont suspendues dans le vide. Elles sont suspendues littéralement, ce qui est un statut qui n'existe pas dans la fonction publique. On est soit dehors, soit dedans. On n'est pas planant dans l'air et surtout sans revenu. Donc, un problème social très fort et dont l'impact est particulièrement grave dans les Outre-mer. Et sur ce sujet, ce qui s'est passé auparavant en commission nous donne la quasi-certitude qu'on peut gagner et faire adopter ce texte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 7 groupes de l'Assemblée nationale qui sont prêts à voter le texte. Et on en a la preuve quand, au fur et à mesure des débats, on arrive sur un premier amendement qui est un amendement qu'on appelle de suppression. Cet amendement de suppression, ça veut dire que s'il est adopté, le texte est entier et supprimé. Donc, c'est l'enjeu. Soit il est directement supprimé et on n'étudie plus le texte, soit on continue. Eh bien, cet amendement de suppression, il est rejeté. Ça veut dire qu'on a une majorité dans l'Assemblée nationale qui est prête à aller au bout de l'examen de ce texte et à l'adopter. Et là, panique à bord chez les macronistes. Ils comprennent que si on a le temps d'aller au bout, ils vont perdre. Sur ce sujet, les Républicains, les membres de la NUP, on s'entend et on est capable de former une majorité. Donc, les macronistes vont paniquer et ils vont faire de l'obstruction. Comment ? Parce que ça, personne ne vous l'expliquera et c'est ce qu'il y a de plus important sur ce qui s'est passé hier. Je vois déjà dans la presse des gens qui disent ça a mal tourné, c'est devenu violent, ça a été un pugilat. Mediapart explique que c'était un pugilat. Mais la réalité, c'est que c'est un scandale, et un scandale démocratique. Il y a des collègues qui parlent même de coup d'État. Pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on parle d'obstruction parlementaire, ce sont des députés qui assument leurs responsabilités, qui disent « Moi, quoi qu'il arrive, je préfère me faire découper en morceaux plutôt que ce texte soit adopté. » C'est leur responsabilité, ils en rendront compte devant leurs électeurs. Mais là, ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement lui-même qui a empêché l'Assemblée nationale de travailler. Je vous explique. Arrivé à l'examen de ce texte, les macronistes avaient déposé ce qu'on appelle des sous-amendements, c'est-à-dire des variantes d'un amendement. Et pourquoi ? Encore une fois, pour gagner du temps, pour que l'examen du texte se prolonge jusqu'à minuit, à la fin de la journée. Et à minuit, c'est la fin de la niche, donc on ne vote plus. Ils voulaient faire ça. Et pour ça, ils avaient choisi un amendement déposé par un député de LR qui voulait modifier le texte. Ce député de LR, finalement, n'était pas présent à la séance. Il n'était pas présent dans l'hémicycle. La règle veut que si celui qui a déposé l'amendement n'est pas là,
alors les sous-amendements, c'est-à-dire les variantes de ce texte, ne peuvent pas non plus être défendus. Donc, on dit de faire tomber une centaine d'amendements. On venait donc de gagner au moins 200 minutes. Ça a l'air bête, mais 200 minutes, c'est beaucoup de temps et ça permet d'aller jusqu'au vote et donc à l'adoption du texte. Dans cette situation, et vous voyez à quel point finalement c'est quasiment une bataille, une guerre de mouvement, hein. Chacun fait pousser ses pions, on essaye de gagner le plus de temps, on débat plus ou moins longtemps, on fait des discours plus ou moins longs, en espérant aller au bout. Le ministre de la Santé, qui est consulté, se met à parler pendant plus de 10 minutes. Et pourquoi ? Parce que le ministre, la règle veut qu'il parle aussi longtemps qu'il le souhaite. Donc ça commence à s'enflammer, on voit bien que le gouvernement ne joue pas le jeu. Mais pire encore, ce qui se passe à ce moment-là, c'est réellement inouï. Je sais bien que ça paraît technique, mais le gouvernement, pendant que le ministre parle, il y a un technicien, un conseiller du gouvernement, qui annonce que, à la présidence de l'Assemblée nationale, il passe un petit papier, grosso modo, pour dire on dépose un nouvel amendement. Un nouvel amendement, pourquoi ? C'est original. Parce que le gouvernement est le seul à pouvoir déposer un amendement à un texte jusqu'au moment de l'examen en hémicycle. Pour vous dire les choses simplement, moi qui suis député, si je veux amender un texte, la date butoir, elle est fixée quelques jours avant l'examen du texte. Le gouvernement n'a pas de date butoir, il peut le faire n'importe quand. Sauf d'où ça vient ça ? Ça vient du fait que dans notre Constitution, dans la Ve République, c'est le gouvernement qui propose, qui a l'initiative des lois. C'est lui qui décide de l'ordre du jour et qui décide, bon, on va étudier tel ou tel texte. Donc on dit, jusqu'au dernier moment, le gouvernement peut réviser sa copie. Mais hier, c'était pas ça. Hier, ce jeudi, c'était une niche parlementaire. C'était pas le gouvernement qui avait l'initiative du texte. C'était nous qui avions l'initiative du texte, la France insoumise. Donc, il n'y avait aucune raison que le gouvernement utilise ce droit particulier qui lui est donné d'habitude, d'amender un texte à la fin. Et alors pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce que, en faisant durer, il y a cet amendement qui arrive, mais aussi la possibilité pour les autres de sous-amender. Alors je vous l'ai expliqué, qu'est-ce que c'est sous-amender ? C'est proposer une variante d'un amendement. Et sous-amender, ça, vous pouvez le faire jusqu'au dernier moment. Donc, je reprends, les sous-amendements qui n'avaient pas été examinés auparavant parce que le député de LR ne s'était pas présenté, pendant que le ministre a parlé pendant 10-15 minutes dans le vent, ils ont été redéposés en urgence, en faisant des copier-coller, pour s'assurer qu'une centaine de sous-amendements allaient être imposés dans la discussion. Et je vous donne l'esprit de ces textes. Ces sous-amendements, c'est des variantes purement grammaticales qui remplacent de surcroît par de plus, par en outre, des n'exerçant par qui n'exerçait, etc., etc. Donc, aucun changement sur le fond, juste des occasions de perdre du temps. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'en fait, hier soir, on a vécu pendant quelques heures dans un régime politique où le pouvoir exécutif a empêché le pouvoir législatif de faire son travail. C'est inouï. En sciences politiques, si vous demandez à n'importe quel étudiant comment ça s'appelle ce genre de gouvernement, ce genre de régime politique, eh bien probablement qu'il vous dirait que ça commence par un D et que c'est pas de la démocratie. C'est pour ça que, vraiment, moi je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est la première fois qu'on essaye ce format. J'espère que vous donnerez un retour. Mais c'était un moment inouï et passez bien le message. Après le 49.3, on en a eu déjà 5. Il y a encore un cran de plus dans l'autoritarisme du gouvernement. Macron avait décidé que certains textes ne devaient absolument pas passer. Et alors qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Ne l'oubliez pas, parce que on arrive en fait à la fin du cycle. La 5e République est à bout de souffle, et bientôt on fera la 6e.